sur YouTube. Qu'est-ce qu'un dialecte? Est-ce qu'un dialecte c'est une langue? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Et surtout si c'est pas le cas, quelles sont les différences entre un dialecte et une langue? C'est précisément ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Dans la vidéo précédente, on avait parlé de langage, langue et parole selon deux Saussure, mais on n'avait pas vraiment évoqué la notion de dialecte. Et justement, la langue, ce qui nous intéresse ici, on l'avait défini comme un système de communication structuré et commun à une communauté donnée. Si on prend le français, l'anglais ou l'allemand, que tout le monde considère comme étant des langues, cette définition est respectée. Que ce soit le français, l'allemand ou l'anglais, ce sont des systèmes de communication particuliers, structurés, puisqu'ils ont leurs spécificités et leurs règles propres, et ils sont chacun associés à une communauté donnée, que l'on pourrait considérer comme étant la francophonie pour le français, l'anglophonie pour l'anglais ou la germanophonie pour l'allemand. Mais si je prends maintenant le breton, l'alsacien ou encore le picard, que l'on appelle aussi le ch'ti, que certains définissent comme étant des dialectes, et bien en fait la définition saussurienne du mot langue est aussi respectée, puisque ce sont aussi des systèmes de communication particuliers, structurés et communs à une communauté donnée. Alors je sais pas si vous comprenez là où je vais en venir, mais pour résumer, que l'on parle d'un patois, d'un dialecte ou d'une langue régionale, d'un point de vue saussurien, on parle d'une langue. Pourtant, l'opposition entre langue et dialecte est une opposition qui nous paraît importante et même logique. Et d'ailleurs, même en linguistique, on parle volontiers de dialecte. Pourtant, si jamais je vous demande maintenant de me définir avec exactitude ce qu'est un dialecte, et ce qu'il n'est pas, et en quoi il est différent d'une langue, est-ce que vous en êtes capable? Est-ce que vous avez des critères? Est-ce que vous avez des moyens de les partager? Si vous n'avez pas réussi, en fait, c'est pas très grave, c'est même plutôt normal. Et d'ailleurs, en fouillant sur le net, je me suis rendu compte que personne n'arrive vraiment à définir ce qu'est un dialecte. Pourtant, ils essayent, hein. Alors ça, ils essayent, hein. Dans cette vidéo, je vais vous faire la liste des 6 critères qui reviennent le plus souvent, et je vais vous dire en quoi je pense qu'ils sont valables ou qu'ils ne le sont pas. La langue est liée à un standard, mais le dialecte en est dépourvu. Le français est un standard dans le sens où il y a des organismes qui codifient sa grammaire, comme par exemple l'Académie française, et qui rectifient, voire qui dictent son usage. Le bourguignon, par contre, n'a pas d'organisme qui dicte ou qui contrôle sa grammaire ou son orthographe, il n'y a pas d'académie. Le bourguignon est donc, de facto, selon cette définition, un dialecte. Le problème de cette définition, c'est que le français, considéré donc comme une langue, ne se limite absolument pas au standard et n'est absolument pas uniforme. Et ce que l'on considère parfois comme étant des dialectes ont en fait une orthographe normée. L'alsacien et le breton, par exemple, possèdent des orthographes normées et des dictionnaires, ils ont même des structures dans lesquelles ils sont enseignés, ce qui implique que leur grammaire ait été codifiée ou au moins décrite. L'alsacien et le breton sont des exemples assez connus, mais on pourrait par exemple citer le cas du wallon, qui est très souvent considéré comme un dialecte du français, et qui également possède une orthographe. Bref, tout ça pour dire que ce critère est contestable, mais pourquoi pas? Le dialecte serait le descendant d'une langue. Alors là, ça devient déjà plus problématique. Déjà, selon moi, il est nécessaire de comprendre une chose fondamentale. Les dialectes d'une langue sont parfois et même souvent les langues sœurs de leur standard, et pas leur langue fille. Et d'ailleurs, c'est parfois même le contraire. Ainsi, le français n'est pas la langue mère du bourguignon, du normand ou du lorrain. Le français en est une langue sœur, puisqu'il est en réalité lui-même issu d'un dialecte, le dialecte autrefois parlé en Île-de-France. Ce dialecte a juste eu plus de succès sur le plan politique et social. C'était la langue du roi, alors tu penses bien, hein? Ensuite, on pourrait parler du nu-norsk norvégien ou de l'allemand, qui ont été standardisés très tard, et qui ont en fait été standardisés à partir des dialectes locaux. Ensuite, il ne faut quand même pas oublier que les langues évoluent. Et selon cette définition, si le dialecte est le descendant d'une langue, alors le français et l'italien peuvent être vus comme deux dialectes, puisqu'ils descendent d'une langue commune, à savoir le latin. Et on peut même aller plus loin. On peut considérer que le latin et que le grec sont en fait deux dialectes de l'indo-européen. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'indo-européen, c'est pas très grave, on fera une vidéo là-dessus, mais pour vous dire, c'est une très vieille langue. Et dans une certaine mesure, au final... Oh, il a dit au final, c'est pas bien, l'Académie française va lui taper dessus. Toute langue serait un dialecte. Bref, tout ça pour conclure que ce critère est peu recevable. La différence entre un dialecte et une langue, c'est l'étendue géographique ou le nombre de locuteurs. Alors déjà, pour commencer, je suis vraiment désolé pour tous ceux qui pensent que ce critère est un critère intéressant ou un critère valable. Moi, personnellement, j'aurais tendance à dire que ce critère est complètement con. Je vous explique pourquoi. L'arabe tunisien est parlé par quelques 11 millions de personnes. Il est considéré comme un dialecte de l'arabe, et cela par ses locuteurs eux-mêmes. L'aire de l'arabe tunisien couvre, en gros, la moitié de la Tunisie, soit 163 000 km². Le finnois est parlé par 5,5 millions de personnes, c'est considéré comme une langue. Et on considère en gros que la langue occupe tous les territoires finlandais, soit en gros 340 000 km². Donc on a une langue qui a 2 fois plus de territoire et 2 fois moins de locuteurs qu'un dialecte. Donc non, ce critère n'est vraiment pas recevable. La langue aurait une littérature contrairement au dialecte. Un dialecte deviendrait donc une langue lorsqu'il a un patrimoine.
Le néerlandais et le corse seraient donc respectivement séparés de l'allemand et de l'italien, desquels ils sont très proches, tout simplement parce qu'ils auraient une tradition littéraire différente. Alors encore une fois, pourquoi pas, mais on part du principe que le dialecte n'a pas de patrimoine, ce qui n'est pas vrai. Rien que les chansons locales chantées dans les villages, c'est du patrimoine. Et ça, c'est même sans parler de la tradition orale, parce que pourquoi est-ce que le patrimoine devrait forcément être écrit? Et puis des écrits en dialecte, cela existe aussi. Mais pourquoi pas? Cela pourrait permettre d'expliquer pourquoi certaines langues très proches doivent être considérées comme deux langues à part et pas comme deux dialectes d'une même langue, comme le tchèque et le slovaque ou l'ukrainien et le russe. Le problème de ce critère, c'est qu'il est très subjectif. Quand est-ce que l'on doit considérer qu'un dialecte a assez de patrimoine pour devenir une langue? Et d'ailleurs, le dialecte en lui-même est une forme de patrimoine, et est-ce que cela ne justifie pas donc le fait que ce soit une langue? Bref, c'est un critère qui est ma foi très intéressant, mais qui est beaucoup trop subjectif pour véritablement départager une langue d'un dialecte. L'intercompréhension serait la clé. Deux locuteurs qui parlent deux langues différentes, mais qui se comprennent, parleraient en fait deux dialectes d'une même langue. Par exemple, un normand et un bourguignon pourront se comprendre, mais leurs langues seront différentes. On considérera donc que le normand et le bourguignon sont respectivement deux dialectes du français. Le problème, c'est que si on prend les exemples précédents, un slovaque comprend un tchèque, un ukrainien comprendra un russe, et un danois et un suédois se comprendront mutuellement. Mais de quelle langue alors parle-t-il le dialecte? Si on prend la frontière germano-néerlandaise, les gens qui habitent de chaque côté de la frontière se comprennent sans problème, mais les Néerlandais considéreront qu'ils parleront néerlandais et les Allemands considéreront qu'ils parleront allemand. Finalement, ils parlent en fait sûrement chacun un parler qui est au moins aussi proche de l'un et de l'autre. L'intercompréhension, c'est donc un critère qui n'est pas bête, mais il n'est absolument pas applicable dans certaines situations. Tout ce qui n'est pas le standard d'un pays est un dialecte. Alors clairement, si précédemment on avait des critères pas trop mal, celui-ci c'est clairement le plus con de la liste. Et si les dialectes en question ne sont pas du tout de la même famille linguistique que la langue du standard, on fait comment? Sur le territoire français, le standard c'est le français, et l'alsacien se trouve sur le territoire français. Du coup, bim, l'alsacien c'est un dialecte. Non mais attendez, j'ai mieux. Dans certains quartiers de Paris, on parle le mandarin. Paris se trouve en France. Donc bim, les gens qui parlent le mandarin en France parlent un dialecte. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas de critère magique pour séparer la langue du dialecte. Mais essayons de voir dans l'histoire. En fait, la problématique du dialecte est une problématique assez française. Je dis pas du tout qu'elle existe qu'en France, tout ce que je veux dire c'est qu'elle était très importante en France. En effet, pendant longtemps, en France, les dialectes ont été interdits et leur disparition a été voulue par le pouvoir lui-même. Durant la Terreur, par exemple, les dialectes étaient perçus comme une menace à l'unité française et au centralisme parisien. Lors des luttes en province, les dialectes seront même considérés comme contre-révolutionnaires. En 1794, on vote même un décret qui condamne le fait d'écrire en une autre langue que le français. Si t'écris en dialecte, tu finis en tôle. Sous la Troisième République, la loi Jules Ferry de 1882 institue l'école primaire gratuite, obligatoire et laïque. L'enseignement doit se faire en français et l'usage du dialecte est alors formellement interdite, même pendant la récréation, une mesure qui durera jusque dans les années 1950. Pendant des siècles, et même jusqu'à très récemment, l'usage du dialecte a donc été banni. Il a été associé à la honte, au manque de patriotisme et même à un intellect inférieur. Et ces idées préconçues persistent malheureusement encore aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, la problématique du dialecte est donc une problématique importante et assez difficile. Mais en fait, tout devient plus simple dès lors qu'on considère que le dialecte est une langue. Le dialecte est une langue. Une langue régionale, certes, mais une langue. Mais en linguistique, même si le terme dialecte est souvent peu clairement défini, c'est un terme qu'on utilise quand même. On parle par exemple de variante dialectale ou de continuum dialectal. Vous inquiétez pas, on aura une vidéo là-dessus. S'il est difficile de définir ce qu'est un dialecte ou une langue régionale sans tomber dans des travers politiques ou dans les idées reçues, on peut en revanche définir ce que cela n'est pas. Ça vient pas de la déformation de notre bio, François? C'est pas une langue anecdote là. Neoket evit a rene weonket skrivan. Ce n'est pas moche ou disgracieux. Padue et pas una solengo. Petit ben l'anglais français mal parlé. Et considérer locuteur de dialecte comme quelqu'un d'inférieur, c'est pas très malin. C'est pas très fondé non plus. C'est pas bien. Et surtout n'oubliez pas, le français, aussi beau et pur qu'il peut nous paraître, cela a été un dialecte. Le dialecte de Paris, mais cela a été un dialecte. Et avant cela, c'était même du latin vulgaire, que l'on peut voir comme un dialecte du latin. Pour conclure, je voudrais vous lire une phrase de Max Weinreich. A Sprach ist ein Dialekt. Mit an Armee und Flotte. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, partagez, suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter. Je voulais vous informer que j'ai ouvert une page Tipeee où vous pouvez tiper, donc donner un pourboire si cette vidéo vous a plu. Les tips, ça marche par mois ou ça marche par vidéo. C'est vous qui décidez, vous décidez également du montant, vous pouvez les retirer quand vous voulez, enfin bref, rendez-vous sur la page, tout est expliqué. Dans la description, vous trouvez bien évidemment les sources, des ressources également, et le nom des gens qui ont participé à cette vidéo, le lien de leur chaîne YouTube s'il y en a une. Et moi je vous dis au revoir. Mec, tu me casses les couilles là, ça y est, il est presque minuit.